Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Buzz TV avec notre invité du jour. Salut Damien. Salut Sarah. Bienvenue, et notre invité du jour qui est un journaliste qui a eu plusieurs vies, présentateur de télévision, complément d'enquête notamment, directeur com de l'OM et désormais chroniqueur chez Cyril Hanouna. Vous comprendrez pourquoi il fallait qu'on le reçoive aujourd'hui sur le Buzz TV. Bonjour Jacques Cardoz. Bonjour. Bienvenue. Merci. Depuis la rentrée, vous faites partie de la bande de TPMP sur C8. Ouais. Alors pour commencer, comment s'est décidée votre arrivée en coulisses? Je crois que c'est vous qui avez sollicité Cyril Hanouna. C'est ce qu'il a dit dans ses médiatiques dimanche dernier. C'est vrai, c'est moi qui l'ai contacté en juillet dernier. Je lui ai envoyé par les réseaux sociaux un petit message. J'ai demandé à le voir. Et on s'est vu, on a bu un thé glacé dans Paris, ouais. Très simple, très sobre. Ça a été très sobre et très simple. Et puis voilà, il m'a demandé un peu ce que j'avais en tête. Je lui ai dit, écoute, si je viens, c'est pas pour lire des dépêches AFP. Je suis prêt aujourd'hui à pouvoir donner un peu mon avis et à m'éditorialiser, ce qui est quelque chose qui est toujours difficile à faire dans une carrière, parce qu'on sait bien qu'à partir du moment où on commence, surtout à TPMP, à donner son avis, ça signifie derrière que probablement qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne fera pas. Parce que des directeurs de chaîne, des directeurs de médias, très logiquement, préfèrent être très neutres. Mais bon, voilà, moi j'ai 54 ans, j'ai eu la chance de faire plein de choses formidables dans ma vie. Et mes rêves, je dirais, de journaliste. J'ai été correspondant aux États-Unis, à Londres. C'était vraiment ce que je voulais faire quand j'étais petit. J'ai eu complément d'enquête en bonus. Tout ce qui vient après, pour moi, c'est du bonheur. Autant l'expérience à l'OM que l'expérience là à TPMP, c'est vraiment du bonheur. Je m'amuse, je prends énormément de plaisir. Et ce contact avec Cyril, ça a été hyper simple. Ça a été, on a eu quelques échanges. On a communiqué ensuite durant l'été. Je pense qu'il a eu une petite méfiance aussi, parce qu'il s'est dit, avec le complément qui est sur moi, machin... Oui, mais ça, on va en reparler justement. Et est-ce que vous regardez TPMP? Alors, je vous pose cette question parce que regardez ce que vous nous disiez en 2018 sur le plateau du Buzz TV. Ça fait peur, ça. Hanouna, je trouve qu'il y a un côté potache qui est... Pourquoi pas? Je me dis pourquoi pas. Enfin, c'est une forme de télé. J'entends les jeunes. C'est pas du tout ma tasse de thé. Je suis pas de cette tranche d'âge-là. Mais j'entends les jeunes le dire et je me dis mais pourquoi pas? Moi, je veux dire, on n'a pas à être absolument. Vous voyez, enfin, je veux dire, toutes les expressions doivent exister. C'est pas ma tasse de thé. Voilà. Je trouve que parfois c'est un peu creux. Mais c'est la même critique. Il faut qu'il fasse attention, à mon avis, à la ligne de crête. Il y a une ligne à ne pas dépasser, je pense. Et elle est plus dépassée, cette ligne de crête? Finalement, franchement, j'ai pas changé d'avis sur ce... Jamais dans ma vie, et ceux qui me connaissent journalistiquement savent que moi, j'ai toujours... Il y a quelque chose que je ne supporte pas, c'est le côté donneur de leçons, c'est le côté... Il y a des bons publics et des mauvais publics. Et je trouve qu'en France, on a un problème avec tout ce qui est populaire. Donc là, évidemment, j'étais à complément d'enquête au moment où vous me posez cette question. D'ailleurs, j'étais beaucoup plus mince qu'aujourd'hui. Hein, ça, c'est puis vous êtes trouvé capillairement parlant aussi. Ah oui, parce qu'on a d'autres dossiers sur vous, Damien, comme vous avez pu remarquer. Mais en même temps, je dis que je pourrais... Enfin, je dis pas que je pourrais y aller, mais je dis que c'est une télévision qui, à mon avis, doit exister. Et je pense que ce qu'il fait aujourd'hui, d'une certaine façon, c'est un peu ce qui a existé avec le Grand Journal. Ouais. Ces émissions qui sont à la fois... incontournables, très populaires, un talk show en direct, où on peut traiter de tous les sujets de société. Et vis-à-vis d'un public qui est un public qui est très très difficile à aller capter. Donc, bon, les jeunes. Voilà, les jeunes. Donc il a réussi à faire ça. Moi, je trouve que tous ceux qui regardent ce public-là et ce type d'émission-là avec condescendance se trompent. On en parlera peut-être après à l'occasion du complément d'enquête et de l'enquête de complément, toute cette histoire-là. Oui. Mais il y a trop de condescendance de la part de ceux qui pensent être du bon côté du manche. Et il n'y a pas de bon et de mauvais côté. Il y a des publics différents, il y a des gens qui font de l'info et de l'infotainment différemment. Lui, il a un talent, quoi. Il a un talent. Et moi, je suis très heureux d'être autour de la table. Eh ben, on va parler de votre nouvelle aventure, Jacques Cardoz, juste après les news médias de Damien Canivez.
commence ces infomédias avec Stéphane Plaza qui s'apprête à fendre l'armure. Oui, l'agent immobilier préféré des Français s'apprête à dévoiler un pan de sa vie privée, figurez-vous, dans un documentaire diffusé le mardi 10 octobre prochain à 22h25 sur M6. Alors, devant les caméras, il va prendre la route et partir en vacances en compagnie de son père, Raymond, 91 ans. L'occasion pour eux de se confier sur leurs proches en commun, bien sûr, sur leur passé, mais également sur la maman de Stéphane Plaza, qui, on le rappelle, est décédée il y a quelques années de ça. Alors, les deux hommes vont sillonner la Martinique sur mer, mais aussi sur terre, à l'aide d'une bicyclette. Et pourquoi je vous donne cette précision-là? Parce que Raymond Plaza était un cycliste professionnel. Donc, ce moyen de transport n'est pas le fruit du hasard. Ouais, alors vous le savez, Jacques, Cyril Hanouna adore faire parler ses chroniqueurs de leur vie privée. Ouais. Est-ce que ça vous fait peur qui vous interroge là-dessus, est-ce que vous répondrez? Non, ça me fait pas peur, mais c'est vrai qu'il y a des terrains sur lesquels j'ai pas envie de me dévoiler. Ouais. Et je prends tout sur ce terrain-là, notamment. Oui, je prends tout comme un challenge, parce que c'est un challenge intellectuel aussi. C'est-à-dire que je sais ce qu'il aime, je sais quelles sont toutes les cartes qu'il y a autour de la table. Il y a des gens qui sont, il y a des miss, il y a des gens qui sont très populaires, qui viennent de la télé-réalité. Il y a des gens qui sont très journalistes, etc. Donc il a toutes ces cartes. Ça veut dire que je ne suis pas obligé d'intervenir sur tout et qu'il faut que je réussisse à savoir m'amuser avec ça. Donc c'est un challenge intellectuel de ne pas forcément lui donner tout ce qu'on a envie enfin, plus exactement ce qu'on a envie de cacher. Donc voilà, je ne sais pas si je réussirai, mais en tous les cas, je ne suis pas prêt à tout dire. Bon, c'est notre défi en tout cas. C'est noté. On poursuit ces informations médias avec la garde à vue d'une journaliste. Oui, elle est accusée d'avoir révélé des informations classées secret défense dans un reportage diffusé dans un magazine que vous connaissez bien, qui s'appelle Complément d'enquête sur France 2. Ariane Lavrieux a été conduite ce mardi au commissariat de police de Marseille dans le cadre d'une enquête pour compromission au secret de la défense nationale et révélation d'informations pouvant conduire à identifier un agent protégé. Alors les policiers de la Direction générale de la sécurité intérieure ont perquisitionné son domicile. Que s'est-il passé pour que cette reporter soit à ce point rattrapée par la justice? Eh bien, la journaliste qui travaille pour le média d'investigation en ligne Disclose avait révélé en 2021 des documents à l'appui, bien sûr, que la France fournissait des informations à l'Égypte pour commettre des crimes. Merci Damien pour ces news médias. On passe tout de suite à l'interview du Buzz TV. Jacques Cardot, je le disais en introduction, vous avez rejoint la bande de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste depuis le 4 septembre dernier. Ouais. C'était le jour de votre première fois. Vous êtes devenu un chroniqueur récurrent, c'est vrai, on vous voit souvent. Est-ce que vous avez signé un contrat de saison à tant d'émissions par semaine? Non, pas du tout. Après avoir vu Cyril cet été, je me suis entendu avec son producteur, son associé, Lionel Stan. Oui. On s'est mis d'accord sur un montant quotidien. Oui. De combien? Je le dirai pas. Vous tendez une perche, là. J'avais envie de la saisir. Bâton, là. Je le dirai pas. Au total, c'est moins que certains salaires que ce que je pouvais toucher à l'OM, ou même que certains salaires à France Télévisions quand on est très très bien placé. Ah, vous gagnez plus qu'à Complément d'enquête? Alors ça va dépendre du nombre d'émissions que je vais faire, mais potentiellement oui. Ouais. Après, mais moins qu'à l'OM. Oui, et le système est très différent parce que je veux pas être salarié. Je suis pas salarié d'H2O, et donc ce sera c'est de la pige au jour. Donc voilà. Mais c'est quelque chose qui me va très bien parce que j'ai envie d'être libre. J'ai envie de pouvoir faire ce que je veux et voilà. Donc on s'est entendu sur le plan financier. Franchement, je suis pas à plaindre, mais c'est pas non plus des sommes absolument mirobolantes, mais tant mieux. Une question qu'on voulait vous poser, on sait que vous avez été présentateur de Complément d'enquête, bien évidemment. Est-ce que vous avez été recruté pour taper sur Complément d'enquête, qui, on le rappelle, prépare une enquête sur Cyril Hanouna qui sera vraisemblablement diffusée sur France 2 à l'automne prochain? Alors, il faudrait interroger mon subconscient. Peut-être que c'est moi qui... par souci de vouloir être de son côté et donc pas du côté de mes ex-collègues de Complément, peut-être que c'est pour ça que je suis allé le voir, c'est possible, mais en tous les cas, c'est pas lui qui m'a contacté, il n'y a pas de stratégie derrière. Je sais qu'à France Télé, il y en a beaucoup qui se sont interrogés sur il a dû négocier quelque chose, il y a quelque chose avec le groupe Bolloré, rien de tout ça. J'ai rien négocié, je suis allé voir Cyril, ça a duré 5 minutes devant un thé glacé, ensuite
on s'est entendu d'un point de vue financier, et puis après, on s'est échangé des textos, et après, il y a eu un test. Je veux dire, fin août, moi, j'avais aucune garantie sur la saison. Il y a eu un pilote, ça s'est bien passé, ils étaient contents. Et donc voilà, on continue. Mais d'après un journaliste qui était de chez nous, qui était en coulisses de ce pilote, vous avez 2-3 choses à dire quand même sur complément d'enquête. Oui. En d'autres termes, est-ce que vous allez cracher dans la soupe, Jacques Cardos? Non, il ne s'agit pas de cracher dans la soupe. J'ai vu ça. J'ai lu des gens qui disent « Ah, il va cracher dans la soupe, c'est pas à faire ». Je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait pour l'OM et je ne l'ai jamais fait pour France Télé. En revanche, il y a des choses que les gens ne savent pas. Il y a des attaques aujourd'hui d'une partie de la presse et d'une partie des médias contre une autre partie de la presse. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'accepte pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les bons et les mauvais côtés, il n'y a pas les bons publics et les mauvais publics, il n'y a pas ceux qui savent et ceux qui n'ont pas le droit de faire de l'info. Qu'est-ce qu'on lui reproche à Cyril Hanouna d'avoir été partie prenante d'avoir réussi à faire de bonnes émissions pendant la campagne électorale? Moi, je les regardais, les émissions de Cyril Hanouna, pendant la campagne électorale. Le buzz, il était de son côté. Ça fait peur à un certain nombre de télés d'être dépossédé de cette partie-là, en fait, de cette partie politique, parce que c'est la pire des humiliations, en fait, pour le service public, de plus avoir une bonne émission politique qui compte. En fait, les émissions, aujourd'hui, les politiques, ils comptent plus aller chez Hanouna qu'aller qu'aller sur France Télé. Mais on a aussi le droit d'enquêter sur Cyril Hanouna, complément mais il n'y a d'enquête. pas de problème. Mais lui, il dit pas qu'on n'a pas le droit de le faire. Moi, je ne sais rien de ce qu'il y a dans cette enquête. J'entends des bruits. Évidemment, j'ai des infos, entre guillemets, de gens de France Télé qui me disent des choses et qui ne sont pas forcément d'accord avec tout. Vous savez, quand vous êtes à France Télé, il y a une image de marque avec des émissions d'investigation. C'est pas parce que... Enfin, tous les gens qui sont à France Télé ne défendent pas forcément ce qui se fait, ne sont pas forcément d'accord avec les moyens qui sont utilisés, avec parfois le côté un peu inquisiteur, le côté un peu procureur. C'est ce que vous reprochez aujourd'hui à complément d'enquête? Ce que je peux vous dire, c'est que dans le enquête de complément qu'on fera en janvier ou février, c'est pas encore fixé, ce sera de l'info, tout sera vérifié. Et je dirai des choses et on dira des choses que les gens ne savent pas ou ne soupçonnent pas, ou en tous les cas, pas sous cet aspect-là. Donc, on montrera des choses journalistiquement et on expliquera journalistiquement comment, à mon avis, il peut y avoir une dérive. Il y a eu des dérives où il y a des choses qui ne se font pas et qui devraient se faire. C'est pas forcément la qualité de ce qui est fait qui est en cause. Mais c'est parfois des choix politiques, c'est un ensemble de choses, c'est une façon de faire. Tout ça, ça demande du temps, du décryptage, donc il faut du temps pour le faire. C'est pour ça que Cyril a eu cette idée. Il y a des équipes qui travaillent en ce moment? Pour le moment, oui. Je contacte des gens, il y a des gens qui veulent me voir. Des anciens membres de la production, par exemple? Non. Je ne vais pas travailler avec des anciens de complément. Je vais travailler avec des journalistes qui sont totalement indépendants, qui ont envie de s'attaquer au service public. Je veux dire, le service public, il y a une redevance. Je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas une enquête transparente sur le service public au-delà de complément d'enquête. Et quand vous dites qu'il y a des dérives, en l'occurrence, complément d'enquête, lorsqu'ils enquêtent sur une personnalité comme Cyril Hanouna ou ce genre de choses, c'est le droit à l'information. Pourquoi vous dites qu'il y a des dérives? Parce qu'ils s'intéressent plus à des sujets qu'à d'autres, c'est ça? Je l'expliquerai. Je ne peux pas dévoiler toutes mes cartes maintenant parce que d'abord, ils pourraient réagir d'ici là et je n'ai pas envie de ça. Donc ce sera... Voilà, il y a une forme de guerre psychologique un petit peu. Moi, je ne suis pas en guerre contre les journalistes de complément d'enquête et il y a une chose qui est sûre, c'est que je ne m'attaquerai pas aux journalistes eux-mêmes, ni personnellement, ni dans ce qu'ils font. Ce n'est pas une attaque de la qualité de ce qu'ils fabriquent. Ce n'est pas ça. Moi, je suis en désaccord avec la tournure que la presse peut prendre aujourd'hui. À des règlements de compte qui sont sous-jacents, qui s'opèrent. Je suis contre le fait qu'on veuille s'attaquer à une télévision populaire ou à des gens dont on pense que finalement ils n'ont pas le droit. C'est-à-dire que c'est quoi en fait la finalité? C'est qu'il n'y a que Léa Salamé qui aurait le droit d'interroger des hommes politiques et Cyril Hanouna n'a pas le droit? C'est ça en fait? Parce que j'ai l'impression que les attaques, elles viennent depuis le moment où Cyril Hanouna a invité des hommes politiques. Je dis ça, c'est un exemple. Il n'y a rien de... Il n'y a rien contre Léa Salamé, c'est pas le problème. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on est dans un ensemble
y a une petite musique qui me plaît pas du tout. Et moi, je vais raconter tout ça, je vais décrypter tout ça. Et puis, on va aller au-delà de l'info aussi un petit peu. Donc, voilà. Mais je vais pas abattre toutes mes cartes. Mais en tout cas, vous avez été témoin, vous, de ces fameuses dérives dont vous parlez lorsque vous étiez aux commandes de Complément d'enquête. Oui, et ce sera étayé, ce sera précis. Il y aura des gens qui viendront étayer et appuyer ce que j'aurai à dire. Et voilà. Et vous n'allez pas vous faire des amis? Est-ce que vous êtes déjà menacé? Non, pas du tout. Mais... vous savez, France Télé, c'est pas tout beau tout rose, quoi. Je veux dire, ils n'ont pas toujours eu des très bonnes attitudes. Vous êtes parti pourquoi d'ailleurs? Je suis parti parce 2018. que la 3e année, le rédacteur en chef de l'émission m'a un peu dépossédé de Complément d'enquête. Que j'ai eu des moments durs avec l'équipe. Qu'on m'a traité de facho parce que je voulais faire une enquête sur les liens entre sur l'islamo-gauchisme, c'est un propos fourre-tout, mais en tous les cas, l'enquête, en l'occurrence, il s'agissait d'aller montrer comment sur certaines listes en banlieue, la France insoumise pouvait draguer un certain nombre de personnalités issues du monde arabo-musulman pour essayer de s'acoquiner avec ce qui a été fait par enquête exclusive avec Bernard Lévy. Exactement, et de récupérer un certain nombre de voix, voilà, et qui est quelque chose qui est totalement finalement défendu aujourd'hui par la France insoumise. Ça avait donné lieu ensuite à un face-à-face avec Madame Autain qui avait été assez violent, mais surtout j'avais très mal vécu en interne des critiques. Et le sujet que j'avais demandé à faire avait été passé de 1 ou 2 mains avant d'arriver dans les mains de la personne. C'est-à-dire qu'il y en avait 2 ou 3 qui l'avaient refusé. Puis j'avais entendu des choses qui ne m'ont pas plu. Moi, je dis toujours que la meilleure qualité d'un journaliste, c'est que personne ne puisse deviner pour qui il vote. Je pense que mes 3 années à Complément d'enquête, personne ne peut dire que j'ai été plutôt de tel ou tel bord. En revanche, et moi je pense que pour être respecté, il faut pouvoir taper aussi bien d'un côté que de l'autre. Donc vous dites qu'en haut lieu, France Télévisions, le service public ne voulait pas s'attaquer à la France insoumise. Alors j'ai pas dit le en haut lieu, mais il y a eu des désaccords en interne, et je pense que c'est une émission qui penche un peu trop d'un côté et moins de l'autre. J'ai vu la réponse de la SDJ qui n'est pas du tout fondée. Elle est totalement bidon, la réponse de la SDJ. Ils disent en exemple « Ah non, mais Complément d'enquête tape aussi bien du côté droit que du côté gauche. » Et ils donnent 2 exemples, Anne Hidalgo et Madame Rousseau. Anne Hidalgo, c'est moi qui l'ai demandé le sujet, donc c'est déjà, sur les 2 ans de Tristan Walex, c'est faux. Sur 50 émissions, il y en a une qui s'attaque à une personnalité de gauche. À l'époque, je voulais faire une enquête sur Jean-Luc Mélenchon. On me l'a refusé. Et sur France Télévisions, Sonia Mabrouk l'avait demandé à Élise Lucet d'enquêter sur France Télévisions. Je vais même vous dire une chose, comme ça je vous donne un petit scoop. Lorsque j'avais demandé à l'équipe de Complément de pouvoir faire parce que vous savez que les décisions se prennent quand même beaucoup en commun à Complément, ce qui est très bien. Oui, ce qui est plutôt sain. C'est plutôt bien, plutôt sain. Et ça a toujours été comme ça, Benoît le voulait comme ça, très bien. Et moi j'avais dit, j'aimerais bien donc faire cette enquête sur Jean-Luc Mélenchon. Non, c'est compliqué. C'était quand même pile poil au moment où il avait dit la République c'est moi, après l'histoire de la perquisition, etc. Enfin, il y avait des éléments vraiment réels sur lesquels on pouvait raconter toute sa carrière, les changements. Enfin, c'est un personnage, à mon avis, qui intéresse beaucoup les Français. Il y avait largement de quoi faire un complément d'enquête. On me l'a refusé et on a eu même ce mot qui m'a quand même... Alors là, je suis tombé de l'armoire où on m'a dit « Non, mais tu comprends, la France insoumise nous donne tellement de dossiers qu'on ne peut pas travailler et on ne peut pas travailler contre eux. » C'est pour ça qu'aujourd'hui, le service public est réticent. Il y a ça. Et puis il y a le fait, et je reviens là-dessus, le fait que dans ma 3e année, le rédacteur en chef, Hugo Plagnard, m'a totalement dépossédé de cette émission. Je pouvais plus, j'avais plus envie de... Je pouvais plus travailler, quoi. Vous avez dépossédé, c'est-à-dire que vous empêchez de prendre des décisions ? Il y a eu des lendemains d'émissions ou des nuits d'émissions où le rédacteur en chef allait couper l'émission qui était validée la veille. Il y a eu des désaccords et des prises de bec très très violentes devant témoins. Donc tout ce que je dis, de toute façon, est devant témoins. Donc il n'y a rien inventé. Voilà, donc j'étais responsable d'une émission. Je fais venir un rédacteur en chef qui était à la cave avant de revenir à Complément d'enquête, enfin avant de venir à Complément d'enquête parce qu'il n'y était pas. Et finalement, il me dépossède de cette émission au point que je ne peux plus réellement faire totalement ce que je veux.
Donc il y a un moment donné où je me sentais vraiment mal. Et puis il y a eu la proposition de l'OM qui fait que quand vous n'êtes pas bien, vous écoutez un peu plus ce qui vient de l'extérieur et les propositions. Donc c'est aussi pour ça que je suis parti. Il y avait les deux. Le fait que j'étais pas très bien et en même temps il y a une belle proposition qui arrive. Donc voilà, c'est pas 100% de la faute d'Hugo Plagnard, qu'il se rassure. Hein. Mais je veux dire... Ça a compté dans la balance, quoi. Exactement. Justement, on va en parler de l'OM dans notre dernière partie au suivant. Ce jeudi 21 septembre, nous recevrons Sandrine Quétier qui a présenté sur TF1 50 Minutes Inside ou encore Danse avec les stars. Puis elle a changé de vie, elle a quitté la télévision pour se lancer dans la comédie, la chanson aussi. Et vous aussi, vous en avez parlé, hein. Vous avez quitté ce monde de la télé, des médias pour rejoindre l'OM en tant que directeur de la communication. Si c'était à refaire, vous le referiez ? Ah oui. Oui. Je pense qu'il y a des rêves de gosses comme ça qu'on a en tête et lorsque la proposition arrive, on fonce, ça c'est sûr. Et je regardais un peu la carrière de Sandrine Quétier avant de venir et voilà, vous l'avez dit, c'est quelqu'un qui est multicarte. Et moi qui ai vécu dans des pays anglo-saxons, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, ça choque personne là-bas. En France, on a encore des œillères et je trouve ça très dommage, mais je trouve ça vachement bien de la part de Sandrine Quétier. Mais il y en a d'autres, il y en a de plus en plus qui essayent justement de basculer comme ça d'un monde à l'autre. Après tout ça, c'est le monde du spectacle, y compris le foot. Hein. Le foot, c'est aussi de l'entertainment, c'est aussi du spectacle. Alors, ce n'est pas que du spectacle, justement. On a appris hier que le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, ainsi que ses proches collaborateurs ont décidé de se mettre en retrait. Cela fait suite à une réunion, disons, assez houleuse avec 7 représentants de clubs de supporters. Alors, ce mercredi-là, maintenant, on apprend via les infos de RMC Sport que Marcelino et son staff quittent le club. Vous, quel regard, en tant qu'ex-directeur de la communication, vous portez sur cette crise incroyable qui secoue le club actuellement ? Deux choses. D'un côté, c'est compliqué pour moi de parler parce que je me suis jamais exprimé sur l'OM et j'ai pas envie de dire du mal de mon club. Je me suis toujours juré justement de ne pas cracher dans la soupe. Donc je vais essayer de vous faire une réponse un peu équilibrée. Je pense que quand on est dirigeant de ce club, on doit tout faire pour rester connecté avec la ville, rester connecté avec les supporters. Jusqu'au moment où j'étais là, jusqu'en février de l'année dernière, ça fonctionnait très bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé depuis, mais ça, c'est un point très important. On peut pas, l'OM, on peut le regretter, mais l'OM, c'est vrai qu'il appartient aux supporters. Donc, il faut en tenir compte. Et Tapi l'avait très bien compris, d'autres l'ont très bien compris. Et c'est vrai que si je ne sais pas ce qui s'est passé ces derniers mois, je ne sais pas si l'équipe dirigeante s'est un peu sentie coupée, mais c'est vrai que ils sont peut-être un peu entre eux. Le directoire très espagnol et plus Stéphane Tessier, le directeur financier, mais peut-être qu'ils ont fait l'erreur de créer une forme de bulle pour se protéger et du coup peut-être que ça manque un peu de relais dans la ville, c'est hyper important. Mais Jacques Cardoz, dans un communiqué publié tard mardi dans la soirée, le club parle d'intimidation, d'attaque individuelle. La menace d'une guerre à leur égard a été émise tant qu'ils ne démissionneraient pas. Est-ce que c'est dangereux de faire partie des membres dirigeants de l'Olympique de Marseille aujourd'hui ? Non. Alors ça fait partie des fantasmes. Moi, quand je suis arrivé, je me suis dit, oulala, il y a eu des menaces par le passé. Alors, il y a des présidents qui se sont fait menacer. Ça a été le cas de Vincent Labrune, d'autres. Honnêtement, il y a aussi du théâtre. Il y a aussi, il y a aussi, on dit à Marseille, de la grande bouche. Il y a aussi tout ça. Donc, je pense que alors apparemment, ils ont eu peur. Oui, d'accord, parce que ça mène quand même à des démissions, à des peurs, des menaces aussi. Après, je crois que les menaces, c'est très exagéré. Moi, d'après ce qu'on m'a dit et d'après les infos que j'ai eues, il n'y a pas eu de menace directe sur lui. Après, honnêtement, ça, c'est quelque chose d'intime. Si quelqu'un se sent menacé, qu'il sent qu'il ne peut plus être... je peux très bien le comprendre. Donc, voilà. Après... C'est triste pour le club, mais encore une fois, je ne sais pas si c'est trop tard là, pour Pablo et pour son entourage, mais ce qui est hyper important, c'est de garder la connexion avec la ville. Donc si on en arrive là, c'est peut-être qu'il y a des choses qui ont été faites qui n'auraient pas dû être faites. Bon, et pour finir sur une note un peu plus légère, vous avez regardé le biopic sur Bernard Tapie, qui a dirigé le club ? Je suis en cours. Ne grillez pas la fin. J'ai pas vu la fin non plus. Je suis en cours. Et vous en pensez quoi là pour le moment ? C'est intéressant d'avoir votre avis. La FIT est très très... Alors d'abord, je trouve que c'est dommage que ce soit diffusé si vite.
Moi, j'ai Après organisé... la disparition de Bernard Tapie, Oui, j'ai organisé il y a 2 ans, c'était il y a 2 ans avec la famille, je suis bien placé pour le savoir, j'ai organisé à Marseille les événements qu'il y a eu, les commémorations, ce qu'on a fait à l'intérieur du stade Vélodrome pour lui, etc. Je trouve que ça vient vite, quoi. La famille, d'ailleurs, s'est opposée à ce biopic. Je comprends très bien tout ce qu'ils disent. Je crois qu'ils sont eux-mêmes en train de préparer aussi quelque chose. Donc déjà, il y a cette critique-là. Après, l'affiche, je trouve excellent. Il est vraiment très fort. J'entends aussi ce que dit Dominique Tapie sur le fait qu'elle prend une place un peu trop importante. L'Oréal lui dit oui, mais on a regardé dans les archives. J'ai l'impression qu'il y a là, il y a une part de mystère, mais qui est intéressante à percer. Peut-être que c'est un peu trop fictionné, la partie de Dominique Tapie. Mais en même temps, je la regarde avec beaucoup d'appétit, ça c'est sûr. Et je trouve les premiers épisodes, je ne connais pas la suite, je trouve les premiers épisodes passionnants sur l'histoire. On tombe dedans, je trouve aussi. On est dedans, et ce côté récupération des boîtes là, je trouve que c'est génial. À votre tour, Jacques Cardoz, de poser une question à l'invité de demain, qui sera Sandrine Quétier. C'est la caméra juste sur votre gauche, le support en bois. C'est à vous. Alors Sandrine Quétier, vous êtes en train de changer de métier, vous avez déjà changé de métier, je crois que vous êtes musicienne, enfin c'est pas je crois, c'est certain, vous êtes musicienne, vous chantez. Moi j'ai envie de vous poser une question toute bête, est-ce que vous avez ressenti, et par quel exemple vous avez pu ressentir qu'en France on a peut-être un peu trop d'œillères et un peu trop de... comment dirais-je, d'hésitation à faire confiance à quelqu'un qui veut basculer d'un monde à l'autre. Est-ce que vous avez ressenti ça et est-ce que vous auriez des exemples à nous donner en la matière? Très bonne question. Excellente question. On lui posera demain. Merci Jacques Cardoz. Je rappelle qu'on vous retrouve dans Touche pas à mon poste régulièrement, aux côtés de Cyril Hanouna et bientôt dans Enquête de complément. Ce sera sûrement en janvier, vous nous avez dit ça. A priori, oui. Merci Damien. Beaucoup, Jacques. Merci à vous. Pour les news médias et les questions. Et très bonne soirée à vous, à demain.